apprécié. On va passer à la dernière session de ce troisième jour avec Nicolas. Nicolas de chez PVH. Nicolas est un pionnier en matière de durabilité du denim, responsable du sourcing et de la supply chain pour PVH. Nicolas est à l'origine des innovations du denim du groupe, notamment la première collection de denim circulaire selon les directives de la Fondation Ellen MacArthur, le Jean Redesign, mais aussi les nouvelles innovations pour aider à accélérer la création de denim à faible impact. Il a également dirigé la signature du Dutch Denim Team. Tu nous en parleras un peu plus en détail, parce que c'est vrai que pour les Français, c'est peut-être moins connu, mais c'est très intéressant. Une collaboration industrielle unique en son genre qui vise à favoriser l'utilisation du coton recyclé de haute qualité dans le denim. L'industrie mondiale de la mode entre dans une phase critique et c'est une transformation nécessaire pour s'adapter à une demande croissante des consommateurs vers des produits plus responsables et une pression accrue de la réglementation, comme on l'a vu hier, notamment avec Baptiste. Donc, du coup, je te laisse nous montrer un petit peu, à travers des exemples concrets, l'importance de l'innovation et de l'approche stratégique pour piloter en simultané, on va dire, le sourcing et la durabilité. Déjà, je te remercie de m'inviter. Gros challenge que tu me donnes parce que le créneau horaire, 19h jeudi après-midi, j'étais étudiant, c'est l'heure de l'apéro. Exactement. Donc, je vais essayer de maintenir l'attention. Je suggère, Stéphane, je ne sais pas si tu es d'accord, au fur et à mesure des slides, s'il y a des questions, c'est qu'on ait une petite conversation et sinon, ça va être un monologue qui peut être un petit peu pénible. Sharing my screen. Je vais essayer de sharing my screen. Et bien sûr, je ne vois pas où est mon fichier PowerPoint. Stéphane, si tu pouvais. Sinon, on peut demander à l'équipe de te le présenter si tu veux. Sinon, ils peuvent le faire, s'ils peuvent le passer, comme ça, je peux commencer. Johan, if you can just upload it, please. Yeah, I can share my slide. Je vais essayer de le faire en français. Des fois, je vais peut-être prononcer des mots anglais. Déjà, petite présentation, pas forcément de moi, mais c'est plus le rôle de mon équipe. Ça vous donne un petit peu le scope, un petit peu de nos responsabilités. Donc, en gros, notre responsabilité, c'est le design, product development et le bulk, c'est-à-dire la production, le sourcing de tous les jeans de Tommy Hilfiger et Calvin Klein sur l'Europe. Donc, ça représente donc différentes expertises. Donc, l'objectif, c'est forcément faire les plus beaux jeans de la planète. Et quand je dis beau, non seulement qualitatif, et faire du business. C'est quand même la principale fonction. Et la deuxième fonction, c'est plus comment on peut gérer le business, mais à la fois intégrer tout ce qui est sustainability strategy et tout ce qui est innovation. Et aujourd'hui, la question que je pose, ou un petit peu la problématique qu'on va poser, c'est le rôle fondamental de l'innovation qui va nous aider à la fois piloter en même temps des métriques responsables et des métriques, on va les dire, financières, de sourcing. Donc, c'est ça un petit peu le sujet aujourd'hui. On va commencer peut-être par la vision, on va prendre un petit peu de hauteur. Je vais essayer de le faire pas trop corporate. Pourquoi cette vision est importante? On va parler aussi d'une approche stratégique holistique, très, très important. Et après, c'est surtout l'importance de l'exécution de différents pilotes ou actions qu'on a menées. Je vous donnerai des exemples qui va générer un impact. C'est surtout ça important. Et je finirai, et on l'a déjà dit un petit peu avant, le pouvoir de la collaboration, collaboration dans notre métier qui va être très important dans notre industrie. Next slide, please. Ça va venir, je ne m'en souviens plus. Can you? Yes, Johan or Rubia, if you can just go on next slide. Maybe I can take the lead as well. I take the lead. Est-ce que tu vois mon écran? Le premier slide, je m'en souviens, je parlais de vision. Je pense qu'il est PVH, excusez-moi, PVH. Donc, on est un groupe américain basé à New York. Deux marques que vous connaissez, donc Calvin Klein et Tommy Hilfiger. On est global, c'est-à-dire qu'on est en Asie, en Europe, aux US, un peu plus de 11 ou 12 milliards de chiffres d'affaires, plus de 40 pays dans lesquels on distribue et un peu plus de 1600 usines à travers le monde. Donc, c'est quand même assez gros, ça doit être à peu près, je ne sais plus, 600 ou 700 millions de pièces. Donc, ça, c'est le groupe. Et ce n'est pas ça le plus important aujourd'hui. Le plus important, c'est ce qu'on va dire après. Donc, je parlais de vision. Je pense que dans tout projet, je pense qu'il faut avoir une idée claire, un compas, une direction sur lequel on veut aller. Et je pense que des marques comme
comme Tommy ou Calvin Klein, on a une énorme responsabilité, je vais appeler ça le rôle modèle, le modèle d'exemple. On doit prendre notre propre responsabilité par rapport aux enjeux, j'allais dire, dans le monde de la mode auquel on est confronté. Donc, c'est-à-dire être pionnier, piloter des choses et essayer de provoquer un mouvement de transition ensemble par rapport à une industrie beaucoup plus responsable. Donc ça, c'est un petit peu le mantra ou le motto. Quand je prends ma voiture le matin, je vais au bureau, ou quand ou tout de même toutes mes équipes, c'est vraiment avoir ça en tête, avoir une vision un peu audacieuse, grande, bold vision, on sait en anglais, pour vraiment se dire on fait partie de quelque chose, on veut contribuer par rapport à cette vision-là. Donc, prendre nos responsabilités. C'est intéressant, effectivement, d'assumer sa responsabilité en tant que poids lourd, on va dire, de l'industrie, et donc du coup de faire des efforts. On doit faire des efforts et on doit montrer l'exemple. C'est-à-dire qu'on ne va pas parler on va parler des compétiteurs, mais pour moi, sur des sujets-là, il n'y a plus vraiment de compétition. Je pense que c'est à nous de montrer l'exemple et éventuellement, on va parler après de partager de l'expertise, de partager des practices avec d'autres concurrents. On vit dans un monde, je ne vais pas vous le dire, depuis 3 ans. Alors, ici, je fais allusion au monde de la mode, mais on peut prendre le monde de manière générale, au niveau sociétal, politique, où il y a beaucoup de disruptions. Je ne sais plus comment on dit en français, beaucoup d'événements. Voilà, macroéconomiques, socio-économiques, politiques, enfin, tout ce que vous voulez. Depuis 3 ans, si on regarde un petit peu les différentes tempêtes qu'on a eues, on a eu le Covid, on a eu la crise du coton avec des prix de matières premières qui se sont envolés il y a un peu plus d'1 an et demi. On a eu le coton chinois, les Ouïghours, on a eu la guerre en Ukraine, les impacts énergétiques et les prix énergie aujourd'hui qui sont dingues et qui nous posent donc des problèmes de sourcing. Donc, il y a plein de choses et qui s'accélèrent. Et je pense que ces disruptions ne vont pas s'arrêter, elles vont au contraire s'accélérer. Donc ça, il faut le prendre en compte. Une deuxième chose, c'est qu'on se rend compte de plus en plus l'impact environnemental et sociétal qu'ont nos activités en termes de production en tant que marque, mais toute l'industrie. Et je pense que là, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'évoluer, mais il faut qu'on l'intègre dans notre business model. Et sur la droite, et c'est plus une prise de conscience encore faible en ce qui me concerne par rapport aux consommateurs, leur rôle, acheter bien, acheter les bons produits par rapport à comment est fait le produit, et l'importance, on va dire, de tout ce qui est les politiques, ceux qui vont faire les règlements, policy makers, ou les régulations se réveillent peut-être un peu tard, à mon goût, mais elles sont en train de se réveiller très très vite, et elles sont en train de faire des cadres sur lesquels on doit faire un peu de lobby, parce que malheureusement, la vitesse pourrait être aussi source de confusion. Donc, si on regarde un petit peu, on prend un peu de distance, tous ces éléments-là, en tant que responsable, on doit avoir vraiment une approche très, très, très stratégique pour combiner un petit peu tous ces éléments et anticiper. Beaucoup de marques, malheureusement, je ne citerai pas, mais on est plus sur du réactif, et on anticipe très peu. Et aujourd'hui, dans ce genre de turbulence, on va être obligé. Le marché est majoritairement comme ça. Malgré les fashion packs ou autres, ça reste lent. Trop réactif. Donc aujourd'hui, on est devant une équation. Alors j'ai pris cette image d'équation mathématique. Vous êtes étudiant, vous adorez ça. J'ai fait des maths comme vous. La complexité de l'équation, c'est qu'il veut dire qu'on va avoir beaucoup de variables à gérer en même temps. Donc la variable du produit, on l'a déjà dit avant, on veut le produit reste king, reste roi. Il faut une marque comme nous, on n'a pas le choix. On doit donner aux clients en termes de commercialité, de désirabilité. On doit être sûr qu'on est toujours attractif, et c'est sûr qu'il faut qu'on ait les meilleurs ingrédients. Je vais surtout parler d'ingrédients et de process et de recettes, un petit peu comme la cuisine. Il faut qu'on soit les meilleurs, ça, il n'y a pas de doute. Donc ça, à gauche, ça, on va dire, c'est as usual, classique. À droite, un petit peu pareil, il faut qu'on ait une supply chain, une chaîne d'approvisionnement extrêmement efficiente. C'est-à-dire que moi, j'ai besoin de me reposer sur les meilleurs producteurs au monde, que ce soit de fibres, de tissus et de confectionneurs et de laveries. Il faut que j'ai un backup industriel qui soit le meilleur au monde en termes de faisabilité, en termes d'efficience, en termes de costing, en termes de service.
Donc, il faut que j'ai un backup très, très important. Là où la complexité va devenir un petit peu plus importante, c'est qu'il faut qu'on mette ces métriques responsables au milieu du business model. C'est-à-dire, c'est comment on va mesurer nos KPI environnementaux, nos targets, et aussi voir tout l'aspect impact social. J'appelle ça ethical behavior, c'est notre pratique éthique en termes de marque, comment on va les intégrer au milieu du modèle. Ce n'est plus une activité, j'allais dire, en parallèle qui est gérée par des gens qui font du CSR, de corporate responsibility. Il faut l'intégrer au business model. Parce qu'en gros, on ne veut pas faire de compromis sur la qualité à cause des problèmes de marge, parce qu'on est là aussi, j'ai la responsabilité de ramener la marge pour l'entreprise. On ne veut pas faire de compromis sur la sustainabilité à cause de la marge. Et c'est ce que je dis à mes fournisseurs, et souvent ils sont choqués. Par contre, je n'ai jamais dit que je n'étais pas intéressé par la marge. Donc en gros, ces métriques, elles paraissent un petit peu contradictoires, mais je vais vous démontrer qu'elles ne le sont pas. Et ça dépend comment on va aborder la question. Mais c'est la fameuse équation qui paraît insolvable, mais sur laquelle on doit travailler. Et d'ailleurs, cette équation, elle est valable pour le monde de la mode, mais elle est valable pour le monde de l'automobile, elle est valable pour d'autres consumer goods ou même des entreprises de services. Les plus gros challenges que je vois devant nous, ça va être les métriques du milieu. On va devoir justifier le comment, peut-être plus que le produit en lui-même. C'est ce qui va, et peut-être vous, la génération qui est devant l'écran, j'espère encore, attentif, ça va être probablement là où vous allez devoir travailler encore plus que ma génération. Sachant qu'il va falloir intégrer toutes les expertises et l'expérience des deux autres piliers, que ce soit le produit, mais aussi la supply chain. Next slide, please. Donc pour ça, j'ai un slide. Plus c'est synthétique et plus c'est clair. Donc ça, c'est plutôt ma manière de travailler. Toujours avoir la vision en haut. On l'a défini avant. On veut être les leaders. On veut engager un mouvement. On a un business model avec des métriques qui sont très identifiées. Et en bas, on s'est focalisé sur 6 piliers. Je vais les détailler très vite. Responsible processes, c'est tous les process industriels, c'est comment on va les scanner pour voir s'il y a une alternative, on va dire, plus écologique ou moins impactante pour l'environnement. Circularité, très important, on va en reparler après, on va un peu plus dans le détail. Responsible fibers, la même chose, on va parler de fibres beaucoup. Qu'est-ce que ça veut dire responsible fibers et comment on va le piloter? La transparence dans notre supply chain, on va en parler aussi après, très très important, non seulement par rapport aux législations qui arrivent, mais je pense que si on veut conduire la voiture, il faut qu'on ait des bons phares, il faut avoir une certaine granularité dans notre supply chain. Ne pas négliger l'impact social et toujours l'avoir en considération en tête. Et l'éducation, et c'est peut-être pour ça que je suis là un peu ce soir, je m'aperçois que l'éducation est très importante en interne, développer les consciences même de mon CEO ou du top management sur un certain nombre de sujets. Éducation vis-à-vis du consommateur, qui a aussi une responsabilité, il ne faut pas qu'on l'oublie. Et éducation vis-à-vis des nouvelles générations comme vous. Donc, je fais beaucoup d'interventions dans des universités ou des générations dans différents pays. Aussi, parce que je pense que c'est une responsabilité qu'on a de vous donner les bons outils de guidance pour l'avenir. Et entre les deux, on a 3 stratégies. Une fibre, tissu, et produit. Et ces 3 stratégies vont travailler ensemble et vont être imbriquées ensemble. C'est un petit peu le schéma. Et l'innovation est toujours en dessous. On va parler d'innovation. Alors attention, innovation pour moi, c'est innovation technologique, mais l'innovation, c'est aussi dans votre tête. C'est être créatif et challenger un petit peu le statu quo des business models qui sont actuels. On va en parler un petit peu après. Next slide, please. Petite photo de notre labo. On a un labo, donc R&D à Amsterdam, très petit. Donc vous voyez sur la droite, on a une petite confection. Donc l'objectif de cette petite confection, c'est créer nos propres fits. Le fit pour un jean, c'est quand même 80% de très très important. Donc on crée nos propres patronages et on fait nos propres protos en interne. Donc c'est pour vraiment maîtriser les ingrédients. Sur la gauche, mais on ne voit pas très bien, on a aussi une petite laverie avec tout ce qui est dry process. Donc, on a Genologia pour les parties laser, Tonello pour la partie wet process.
et MacTech pour la partie, tout ce qui est séchage, etc. L'objectif de ce petit centre de développement, c'est jouer avec les ingrédients. Hein, ça, c'est important. On va faire beaucoup de workshops avec les produits chimiques. On va apprendre. C'est comme une cuisine. Hein, si on veut le répliquer à échelle de bulk, hein, de production en masse, il faut quand même qu'on maîtrise les ingrédients. Hein, donc, c'est à moi de... Hein, on a créé cet outil-là il y a 5 ans. Il n'y avait rien avant. Et ramener aussi surtout les experts, les cuisiniers, hein, derrière la cuisine, pour être sûr qu'on maîtrise quand même un petit peu notre sujet. Next slide, please. Donc là, je reviens sur la partie plus opérationnelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, j'ai fait des belles paroles, c'est bien. Mais quels sont nos principaux projets à échelle sur un certain nombre de choses? Donc, on parlait de fibres responsables et process. Premier thème, coton régénératif. Il y a beaucoup de blabla. Attention à ce que vous lisez sur Sustainable Cotton, etc. Faut filtrer. On a mis en priorité sur notre stratégie de fibres coton régénératif comme le meilleur coton en termes de sustainability. Pourquoi? C'est le même coton, il a la même typologie que n'importe quel coton, c'est plus la partie pratique agricole. Hein, donc on parle de culture régénérative qui va être focalisée sur la santé, la biodiversité du sol, sur la capture du carbone. Et il y a plusieurs métriques, mais c'est surtout cet aspect-là qui nous importe, et c'est pouvoir connecter, on en reparlera après, directement avec les fermes. Il y en a très peu dans le monde pour l'instant à l'échelle, et c'est comment lier des relations avec eux et créer des partenariats. Aujourd'hui, ça suppose que vous ayez une bonne connaissance de votre traçabilité, donc de votre sourcing, ainsi qu'une vérification, parce que c'est vrai que c'est nouveau, hein, on voit le ROC, quand je parle de standard, il n'y a quasiment que lui pour l'instant qui occupe le terrain, mais très faible, très petit encore une fois, et c'est en train de grandir, ce sujet-là. Hein, donc, au niveau de la traçabilité, donc là, on va avoir accès directement à la ferme, puisqu'on fait les deals directement avec la ferme. D'accord? On a accès direct. Bien sûr, il y a très peu de certifications régénératives. Il y en a 3, il y en a 2 même. Mais je me méfierais aussi des certifications. On ne va pas parler de certification aujourd'hui, on peut en parler 2 heures. Mais on en a besoin parce qu'on est une corporate, mais je pense qu'il faut aller au-delà. Hein. Donc, on est en train de regarder aussi tout ce qui est, on appelle ça les data, primary data, les données primaires. Je ne sais pas comment on va dire. L'impact environnemental, ouais, c'est la donnée primaire, c'est ça. Puisque plus on va avoir accès de manière granulaire à ces gens-là, et plus on va avoir accès directement à leurs data à eux. Et on va les obliger à les partager avec nous. Donc, c'est ça un petit peu l'orientation. Donc, ça, très important. Aujourd'hui, on est déjà à échelle. 30% de coton, ou même 40%, est déjà régénératif. Alors qu'on fait, donner une échelle, on fait à peu près 10 millions de jeans par an. D'accord? L'échelle, j'ai oublié de le dire, est très importante. Hein, faire des capsules, je ne vais pas citer de nom de fast retailers qui sont capables de faire 5 ou 10 000 pièces sur du greenwashing, j'appelle ça. Ici, tout ce que je vous parle, c'est à échelle. S'il n'y a pas d'échelle, il n'y a pas d'impact. C'est important que vous le reteniez. 5000 pièces sur quelqu'un qui en fait 2 milliards, ça n'a aucun impact sur l'industrie. Deuxième histoire, le chanvre. Pourquoi le chanvre? Bon, je pense qu'il est devenu un petit peu plus, on a commencé il y a 3 ans, un peu plus tôt. Chanvre français, donc on peut être très fier. Hein, il y a beaucoup la France est le premier producteur de chanvre en Europe. Et là, directement, même principe, accès direct aux fermes. Donc, on a une ferme en Normandie, une dans la région de Troyes. Et là, pareil, on sait exactement ce qui se passe. Et on est parti sur du chanvre cotonisé mécaniquement. Donc, il n'y a pas du tout la cotonisation se fait de manière mécanique. Il n'y a pas du tout d'aspect chimique. Donc là, pareil, traçabilité et comment on l'injecte chez nos fabricants de tissus. Plus difficile à échelle, hein, on a encore des limitations sur de la filature. On est limité aussi, on arrive à faire du 20%, mais ça devient compliqué en termes de spinning, en termes de filature. Donc là, en termes d'échelle, on est un petit peu moins important. La partie laser, bon, on en a parlé, ça existe depuis 10-15 ans, c'est une photo du labo, c'est devenu une pratique, j'allais dire, commune à travers l'industrie, qui permet de, c'est très efficace, très productive. Et là où pareil, on crée nos propres masques au labo. Hein, donc le masque que vous voyez
Ce sont des programmes informatiques. On les crée chez nous et on peut les envoyer au Bangladesh, au Mexico. Garder le même pattern, on va dire, de manière globale. Next slide, please. Après, je pense d'autres exemples par rapport à la circularité. Donc, on a mentionné au début en introduction, il y a beaucoup de blabla. Excusez-moi, je vais être un peu. C'est la fin de soirée, on est tous fatigués. Il y a beaucoup de blabla sur tout ce qui est design for circularity. Donc, depuis le début, on est avec Ellen MacArthur Foundation depuis 2021 sur le Jeans Redesign. C'est vraiment comment on va créer ces guidelines pour être sûr que on va tacler trois choses. La facilité de end of life, fin de vie, je traduis d'anglais en français, de fin de vie des produits, comment on va pouvoir les recycler très très vite, beaucoup plus efficace, parce que c'est un des gros problèmes qu'on a aujourd'hui. L'aspect longévité, comment on peut aussi en même temps allonger la durée de vie des jeans. Et après, il y a un petit aspect environnemental qui est venu s'introduire dans ce projet-là. Mais c'est un projet pareil où on a beaucoup de discussions avec eux, très difficile à mettre à l'échelle. Donc, il y a beaucoup de réseaux sociaux, c'est très bien, il y a beaucoup de PR. Mais malheureusement, quand je regarde 68 000 pièces ou 100 000 pièces qu'on a fait sur les 10 millions, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Et c'est très difficile. Donc, on est en discussion avec eux, c'est comment on peut revoir un petit peu ces guidelines. Guidelines pour l'industrie. Et ouais. une petite notion en termes de temps, il va falloir qu'on accélère un tout petit peu. On accélère. Deuxième, 100% recyclé, c'est peut-être l'innovation la plus disruptive qu'on ait fait il y a 3 ans. Donc, ce jeans que vous voyez, il n'y a aucun coton vierge. Donc, c'est que du coton recyclé. Donc, aujourd'hui, on est à échelle, on a à peu près acheté déjà 2,5 millions de mètres. Donc là, il n'y a aucun coton vierge. Donc, l'intérêt environnemental est très, très important. De LinkedIn, on en a parlé un tout petit peu. C'est des plateformes collaboratives entre le gouvernement hollandais, des marques, des collecteurs, des sorteurs ici en Hollande, mais aussi tout ce qui est l'industrie du denim. C'est comment on va on va utiliser 20% de post-consumer recycled cotton dans tous nos jeans. Donc ça, c'est pareil, très important. Next slide, s'il vous plaît. D'autres, là, c'est plus sur la créativité. On parle de onshoring, de revenir un petit peu sur l'Europe. On travaille sur des systèmes, on va parler de urban laundry, donc des laveries urbaines. On va pouvoir transformer au dernier moment un produit en fonction de la demande du consommateur. Donc, ça peut être / customisation. Donc, on est en train de regarder comment on peut faire. Je pense que c'est l'avenir pour éviter tout ce qui est overproduction ou stock en fin de saison. C'est quelque chose sur lequel on travaille. Farm to Jeans, j'en ai déjà parlé, c'est vraiment axé directement aux fermes. Comment on va engager des relations sur du long terme et passer à travers les tempêtes. Et après, il y a d'autres projets collaboratifs en termes c'est de la recherche et développement sur des acteurs en Europe, sur Sisutax, sur comment on va accélérer la circularité de fibre à fibre sur l'Europe. Next slide, please. Traçabilité, on en a parlé. Il y a beaucoup de technologies. C'est très important pour une marque comme nous. Je vais aller très vite ici, mais en termes de réputation, c'est comment toutes ces claims, enfin pas ces claims, toutes ces fibres, ces beaux projets, il faut être sûr qu'ils soient bien dans le produit, à l'intérieur. Donc, on a décidé de faire un pilote. If you can, the next slide. Fibertrace, vous en avez peut-être entendu parler. Donc, c'est une technologie qui va nous permettre, c'est un traceur physique qui va être à l'intérieur du coton et qu'on va, par exemple, tracer le régénératif ou même tracer le coton recyclé, qui sont les deux fils sur lesquels on va travailler, qui vont nous permettre, dans toute la chaîne de production, de vérifier que tout est là. Can you put the next slide so we can see? Voilà, donc c'est un petit peu un pigment avec des scanners, donc c'est du live, qui nous permet de choisir un petit peu à travers de toute la supply chain où est-ce qu'on va scanner et être sûr que la fibre qu'on a achetée ou qu'on prétend est bien dans le mélange ou dans le jean qu'on est en train de produire. The next slide, please. To be easier to see. Voilà, donc on peut scanner à n'importe quel moment du process. Donc on scanne de plus près, on scanne dès la ferme de coton et dans tout le process, on va scanner. Il y a c'est une technologie de blockchain derrière qui va sécuriser un petit peu toutes les transactions. Et à la fin, on va avoir un petit peu un passeport du produit. On va voir tout le product journey sur une application. Can we have the next slide, please?
Donc, ça va nous permettre d'avoir une signature digitale pour nous. Ça nous permet de voir aussi s'il y a des contrefaçons. C'est quelque chose, c'est un pigment qu'on peut mettre dans plein de fibres différentes, hein, synthétiques, coton, etc. Donc, j'ai dit qu'il y avait du blockchain derrière. C'est du on-time, donc c'est-à-dire que c'est directement live, hein, c'est pas du post. C'est vraiment, on a un portal, on va dire, marque, donc on a une visibilité de tout ce qui se passe. Et donc, c'est du end-to-end, hein, c'est vraiment de la fibre de coton jusqu'à notre entrepôt et voire jusqu'au magasin. Next slide, please. Donc, on peut imaginer donc, pourquoi la traçabilité est importante, hein, trois régulations qui sont en train d'arriver. EPR, Extended Producer Responsibility, très important, hein, où les marques vont être responsables un petit peu des wastes qui vont être générés, hein, par nos propres wastes, et comment on va stimuler un petit peu l'usage de fibres recyclées dans nos prochaines collections. Le digital passport aussi très important, hein, le marché européen va demander un petit peu en termes de traçabilité, tout ce qui va être à l'intérieur du produit, hein, donc vraiment une fiche technique un petit peu digitale du produit. Et enfin, ça va être tout ce qui est PEF, donc Product Environmental Footprint, donc vraiment comment on peut rendre accessible, on parlait de data, de données primaires, donc tout ce qui est impact environnemental. Hein, donc là, il y a beaucoup de choses qui vont bouger. Je pense qu'en termes de timing, l'EPR est celui qui arrive le plus vite. Et les deux autres vont peut-être arriver peut-être en 2025-2026, mais il y a beaucoup de choses qui s'accélèrent vis-à-vis des législations. Tout à fait. Next slide, please. Donc là, on peut imaginer plein de choses, hein. On peut imaginer des scanners en magasin, on peut imaginer des applications. On va avoir un petit peu toutes les données, hein. On peut avoir accès à cette plateforme digitale. On peut mettre plein d'informations, que ce soit en termes environnemental, en termes de footprint, et en termes de traçabilité au niveau du produit. Next slide, please. Je crois qu'on est voilà. Je parlais de collaboration. Très important que vous ayez en tête que ce n'est pas un écosystème, hein, responsable. C'est à la fois en interne dans ma société, c'est comment je vais, moi, en termes de créer un petit peu de awareness, de conscience par rapport à tous ces sujets-là. J'ai plein de départements engagés. Mais il y a aussi surtout beaucoup de travail que je fais, hein, c'est à l'extérieur, hein, avec l'industrie, des NGO, des fondations, des universités, des centres de recherche, de l'industrie en général et d'autres marques. C'est comment on peut s'aligner sur un certain nombre de définitions qu'on vient de décrire. Voilà. Stéphane, tu m'as demandé de raccourcir, j'ai raccourci. C'est parfait. Et j'aime bien sur la note de fin, effectivement, l'importance de bien comprendre l'importance de la collaboration et comment ça fonctionne au final, parce que nos étudiants, nos futurs professionnels qu'on a ce soir, effectivement, seront la force ouvrière, on va dire, de cette nouvelle façon de travailler. Et c'est pas quelque chose qui est, comme tu l'as dit, et comme on l'a pu avoir avec les autres participants, quelque chose de natif dans la façon de faire à la base. Donc, effectivement, la collaboration, c'est assez important. Mais ouais, j'ai bien aimé, on va pouvoir en parler plus, on a 2-3 questions avant ça, mais c'est vrai que j'ai retenu notamment le côté prendre ses responsabilités, effectivement, et l'assumer et d'être donc leadership sur le sujet. Challenger le statu quo des business models, ce que je retiens, je trouve ça intéressant. Et enfin, le pas d'échelle, pas d'impact, qui est un bon claim qu'on gardera aussi, mais je pense des choses à transmettre à nos étudiants. On a une question de Clément, un peu plus technique et détaillée. Lorsqu'il y a une augmentation des prix d'un fournisseur, par exemple, est-ce qu'il est préférable de réduire la marge et de conserver le prix du produit, ou bien de garder la même marge, mais d'augmenter le prix du produit? Bon, on a des structures de collection, quand on fait des plans de collection, qui sont très fixes, hein. C'est-à-dire qu'il y a des entrées de gamme, des milieux de gamme et des hauts de gamme. Donc, dès le départ de la conception d'un produit, on sait exactement dans quelle strate le produit va être. Donc, logiquement, il ne devrait pas y avoir beaucoup de surprises au moment où on va discuter des costings. Parce qu'en fin de compte, on design, on choisit les ingrédients et on choisit l'allocation d'un vendeur ou l'allocation d'un tissu pour un certain costing. Donc, en fin de compte, il est très rare qu'on ait quand même ce genre. On a des conversations, il y a des négociations, mais logiquement, tout est préparé en amont pour ne pas avoir de surprise. Je ne sais pas si je réponds à la question, mais logiquement, il ne devrait pas y avoir de surprise. Et s'il y a une surprise, non, on ne va pas pénaliser le consommateur, on doit faire un échange de marge. N'oubliez pas qu'on travaille avec des marges pondérées, hein. Ce n'est pas des marges linéaires, c'est-à-dire qu'on a une grosse collection, on a certains volumes, et on regarde un petit peu ce qui se passe en termes de pondération, hein. Donc ça, c'est des choses que vous allez apprendre quand vous serez plus grand, la pratique, mais heureusement que ce n'est pas du ligne à ligne.
Oui, après, ça dépend des entreprises, mais effectivement, on n'a pas tous les mêmes façons de fonctionner, malheureusement, mais c'est intéressant, oui. Et c'est important de ne pas l'oublier et de penser effectivement à la marge de sortie aussi. Une question de Julietta, qui était une des précédentes intervenantes aujourd'hui, donc qui te remercie. Très intéressant. Je voulais savoir quel est le niveau de traçabilité que vous atteignez avec FiberTraced ou le passeport produit, lequel va le plus loin dans la chaîne de production. Alors là, je pense qu'il va falloir qu'on clarifie un peu le sujet. C'est Ouais, il y a DLPP, enfin le passeport produit, c'est donc une réglementation européenne, hein, qui va arriver effectivement, comme tu l'as dit, d'ici 2026, dans ces eaux-là. Et après, il y a des moyens de réaliser ça, des solutions, et FiberTraced en est une. Mais je veux bien effectivement que tu reclarifies sur le périmètre que vous couvrez avec FiberTraced. bah, aujourd'hui, enfin, il y a deux choses. N'oubliez pas que la chaîne, la supply chain textile est très complexe. D'accord. Je pense qu'il y a beaucoup de marques, alors je le dis, il n'y a pas d'autres marques dans notre call, mais il y a des endroits, on va appeler les dark zones, il y a vraiment des endroits où on ne sait pas trop ce qui se passe, hein. Et souvent, c'est entre la filature et le champ de coton. Alors, pas forcément dans le denim, parce qu'on a quand même une certaine. On a un accès direct et on sait exactement ce qui se passe, mais sur d'autres familles de produits de la mode, c'est beaucoup moins clair. Et ça dépend aussi de là où est votre sourcing, hein. Des sourcings, on va dire, Inde, Sri Lanka, Pakistan, Bangladesh, ça devient complexe. Et il y a des mouvements de coton chinois qui passent par des Pakistanais, c'est très, très complexe. Donc, j'allais dire, le rôle de FiberTrace, pour nous, c'est déjà, nous, en tant que marque, c'est savoir un petit peu ce qui se passe chez nous dans notre supply chain, hein. Au-delà de la régulation, c'est apporter une certaine granularité, mais où est-ce qu'on en est et d'où viennent ces fibres? Est-ce qu'on est vraiment sûr? Donc, c'est une confirmation, ça va être des technologies, on en utilise d'autres, hein, d'ailleurs, on en pilote d'autres, hein. Il y a beaucoup de plateformes, on va appeler ça de plateformes digitales de traçabilité. L'avantage de FiberTrace, c'est qu'il propose un traceur physique et une solution digitale. Et c'est la recoupe de ces deux informations qui me paraît la plus solide, parce que les autres, c'est basé sur des tokens digitales avec, pareil, des blockchains, mais ça va rester un token digital, hein. Donc, on va passer de certification papier à des certifications digitales et surtout à des transactions qui vont se faire de manière digitale. Donc, pour nous, le pilote de FiberTrace, c'est plus voir est-ce que le scanner, est-ce que ça marche bien? Est-ce qu'on collecte les informations? Qu'est-ce qu'on fait de la database? Est-ce que la plateforme marche bien? C'est surtout pour faire des pilotes, c'est juste pour ça. Donc, on n'est pas à échelle, hein. On fait ça sur une cinquantaine de jeans, sur à peu près 30 ou 40 000 pièces. Donc, on est plutôt en phase de test à ce jour. Et ça sera un sujet qu'on reprendra dans les Oui, je prochains pense que c'est le performeurs. début. Le début. Il y a tellement de choses qui se passent sur ce sujet-là. Ça vaut le coup d'une session particulière sur celui-là. Effectivement. Et là, aujourd'hui, c'est un système de traçabilité descendante, comme on dit, qui va donc du champ jusqu'au produit fini, à l'inverse de la majorité de ce qu'on peut voir aujourd'hui sur le marché, qui est un système de traçabilité montante, donc de la marque jusque pour aller découvrir sa chaîne de valeur. Donc voilà. Mais on y reviendra effectivement dans des prochaines éditions, car on arrive à la fin du temps, donc au début de l'apéro maintenant. Mais voilà. Enfin, voilà une bonne nouvelle. En voilà une très bonne nouvelle, ce qui va nous permettre de clôturer effectivement cette troisième journée. Merci beaucoup, Nicolas, pour ton intervention, pour ton partage, qui j'espère a été très